à toutes et à tous et bienvenue à Schema Business School Paris. Un grand merci à toute l'équipe du Cercle Knowledge et Collaborative Intelligence. Bien sûr, un grand merci à Copain pour organiser maintenant, je l'espère, chaque année ces rencontres qui sont très intéressantes, voire même fascinantes parfois. Et surtout, merci d'avoir choisi un thème qui est absolument, c'est le buzzword de l'année, intelligence artificielle. Et au-delà du buzzword, enfin en tant que nous pédagogues, on va dire, j'ai deux, trois choses à partager avec vous qui sont pas inquiétantes, mais qui doivent nous faire réfléchir 2 minutes sur comment on doit enseigner et comment on doit travailler aujourd'hui plus avec les entreprises. L'idée, c'est que on a aujourd'hui une tendance et un engouement pour l'intelligence artificielle qu'on comprend parfaitement. Du point de vue européen, on voit la grande guerre qui est en train de se jouer entre les États-Unis et la Chine à coups de milliards de dollars sur cette question-là. On sent l'Europe un petit peu plus fébrile par rapport à ces très grands enjeux. On sait que nous, on a eu effectivement en France une grosse réflexion du président de la République autour de l'intelligence artificielle et de Cédric Villani. Beaucoup d'initiatives ont été prises. Nous, par exemple, à Schema, on fait partie de Impact IA, qui est un think tank porté par Microsoft. Sur notre campus de Sofia, on est en passe d'obtenir un institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle. Donc, on sent que les choses bougent du point de vue de la recherche. On sent que les choses bougent un petit peu du point de vue de la pédagogie. Mais ce dont on a l'impression, c'est que la mayonnaise ne prend pas réellement entre tous les acteurs. Et je vous donne un exemple pour ça. Par exemple, dans les grandes écoles de commerce ou de management en France, nous sommes très peu à développer des programmes d'intelligence artificielle et nous sommes encore moins nombreux à travailler sur les impacts de l'intelligence artificielle pour les entreprises et notamment pour le sujet qui nous occupe, qui est l'impact sur les talents et l'impact sur les connaissances. Et pour vous donner quelques chiffres, sur la poignée, peut-être la vingtaine de programmes de niveau master qui sont développés en France par nos écoles, je ne parle pas des universités, c'est pas parce que je les aime pas, mais moi je suis présidente des grandes écoles de commerce et je connais moins bien ce qui se passe à l'intérieur des universités, mais en tout cas, on a peut-être une vingtaine de programmes de niveau master. 80% de ces programmes sont opérés par des écoles d'ingénieurs, donc avec une approche technologique de la problématique de l'IA, et seulement un petit peu moins de 20%, parce qu'on a d'autres choses aussi, sont développés par les écoles de management. Et quand je parle de 20%, je dois parler de 4 ou 5 programmes seulement. Et quand on prend ces programmes et qu'on les décortique, on s'aperçoit que ce sont souvent des programmes opérés avec des écoles d'ingénieurs et qui vont travailler sur le côté techno. Et donc on a tendance à un petit peu oublier toute la partie impact sur les compétences, impact sur les talents, quelle intelligence on doit mettre derrière l'intelligence artificielle sur la partie techno. Et donc c'est pour ça que je dis, on a l'impression que cette mayonnaise ne prend pas nécessairement entre l'enseignement, la recherche et les entreprises. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce que vous allez faire, je ne sais pas, il y a une petite musique qui est très sympathique, non ? Ce que vous allez faire aujourd'hui, enfin j'espère en tout cas que vous pourrez adresser ce type de problématique. Nous on voit énormément d'entreprises venir nous toquer à la porte en disant pouvez-vous nous aider à résoudre nos problèmes ? L'intelligence artificielle va nous impacter, au fond on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais ils nous disent on a besoin de jeunes qui soient capables de connaître les algorithmes, le data mining, les machine learning, etc. Et donc ça reste un peu flou comme demande. Donc si j'ai une attente, si je peux me permettre d'avoir une attente aujourd'hui, c'est peut-être de clarifier un petit peu ce process, de clarifier un petit peu la relation entre la connaissance, la data, la connaissance, l'information et la création d'intelligence qui doit en découler, et donc de pouvoir peut-être donner quelques réponses aux entreprises sur ce dont elles auront besoin en matière d'intelligence artificielle, ce dont elles auront besoin en matière de talent, quels talents seront nécessaires pour pouvoir travailler dans cet environnement avec de nouveaux business models, avec de nouvelles règles, avec de nouveaux outils. Donc tout ceci, je pense, on est au démarrage de ces questions. Le lien connaissance-IA est bien entendu fait par la data et il est extrêmement ténu. Donc c'est très intelligent d'avoir lié les deux. Bravo Aurore et bravo Copain. Et en tout cas, moi je serai très intéressée pour découvrir ce que vous allez faire aujourd'hui. Et je crois que pour nous, en tout cas pour nous dans les écoles, ça nous permettra d'orienter. Nous on lance un programme intelligence artificielle for business, qui est un gros mot pour les chercheurs dans le domaine. Les
des applications de l'IA aux entreprises. On l'a designé avec des entreprises. On a déjà énormément de demandes. On sait à peu près ce qu'on va y faire, mais on a vraiment besoin d'être main dans la main avec les entreprises pour connaître. En fait, ça va être un process d'essai-erreur pour connaître véritablement la définition des besoins et ensuite la formation des talents. Voilà, donc on a un champ ouvert qui est énorme. Encore une fois, bravo et mille merci pour avoir lancé cette initiative. Et je vous passe la parole, Madame la Présidente. Merci Alice, bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici ce matin et de lancer cette matinée, la première pour moi en tant que présidente de COPA. C'est aussi une autre approche pour nous, pour l'association, étant donné que, comme vous le disiez Alice, l'intelligence artificielle aujourd'hui c'est vraiment le buzzword. On a failli ne pas travailler sur ce sujet, ou en tous les cas ne pas le sélectionner pour cette matinée, parce que normalement on présente des pratiques qui sont déjà bien éprouvées avec de véritables retours d'expérience, alors que là on est sur un sujet d'avenir. C'est un sujet par contre qui est incontournable, alors je ne vais pas reprendre tous les éléments que vous avez pu citer, clairement incontournable, et ce qu'on a souhaité faire, et je remercie vraiment tous ceux qui se sont impliqués sur la préparation de cette matinée, ainsi qu'à nos intervenants, parce qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Nous allons chercher à trouver le côté pragmatique et qui peut vraiment nous aider à comprendre l'impact des mathématiques appliquées et aussi du machine learning dans la gestion et l'accès des connaissances au sein de nos entreprises et comment ça va impacter notre rôle au niveau du knowledge management. Alors, avant de passer la parole à Sophie de Quatrebarbe, je voudrais aussi utiliser cette occasion pour dédier cette matinée à la mémoire de Pierre Prével, qui était le secrétaire général de l'association Copain, qui nous a quittés il y a quelques mois, le 2 octobre exactement, sans qui l'association n'aurait pas pu voir le jour, et qui a vraiment lancé l'esprit et le travail de partage entre praticiens de knowledge management pendant 15 ans. Le sujet de l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui le passionnait. Il nous a sensibilisés il y a bien longtemps sur le sujet et je suis sûre que mystérieusement il est parmi nous aujourd'hui. Je vais passer... Ouais. Merci. Merci Alice, merci Laurence. Alors nous allons accueillir Sophie de Quatrebarbe qui va essayer, on s'est dit on va commencer la matinée par finalement c'est quoi l'intelligence artificielle, et en quelques mots Sophie va nous l'expliquer, si quelques mots c'est possible. Je vais essayer. Est-ce que j'ai un truc pour passer? Bonjour à toutes et à tous. Je vous avais pas vu madame, mais je trouvais qu'il y avait tellement d'hommes, du coup je me suis dit il faut que je me mette là. Voilà. Ça c'est dit. Donc l'intelligence artificielle. Alors je suis pas du tout une spécialiste de l'intelligence artificielle, même si c'est la 3e fois maintenant qu'on me demande de venir l'expliquer. Donc je dois commencer à l'être un petit peu. Mais je suis la coordinatrice d'un programme qui s'appelle Class Code, qui a pour objectif de transmettre la pensée informatique à nos enseignants, puisqu'elle est rentrée dans les programmes de l'école maintenant, de la maternelle, pas la maternelle, de la primaire jusqu'au lycée. Et on se dit qu'en fait, ce qu'on apprend à nos enfants, on a besoin de le transmettre à tous les citoyens de 7 à 77 ans, parce qu'on parle de beaucoup de choses et on utilise beaucoup de choses numériques et informatiques, mais on ne sait pas toujours de quoi ils retournent derrière ces buzzwords ou ces pratiques de tous les jours. Donc en fait, l'intelligence artificielle, c'est de l'informatique. Donc je vais revenir sur les fondements de l'informatique. L'informatique, c'est quoi? C'est le traitement automatique de l'information. L'information, en fait, c'est une donnée prise dans un contexte. La machine, elle ne comprend pas le contexte. Elle a juste des données. Donc la donnée, c'est par exemple une valeur. C'est se dire 20. Mais quand je vous dis à vous, il fait 20, vous dites, j'enlève ma veste. Mais la machine, elle comprend pas ça. Il faut lui dire que c'est des Celsius, et pas des Fahrenheit, etc., etc. La deuxième chose, ce sont du coup, ce que je disais, des machines. Donc des machines, c'est l'ordinateur, etc. Une machine, c'est quelque chose de très très bête. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête maintenant qu'on parle d'intelligence artificielle. Une machine, ça ne fait que ce qu'on lui dit de faire et rien d'autre. Voilà. Et donc pour
pouvoir dire à la machine de faire des choses, on va utiliser des algorithmes. Les algorithmes, en fait, ce sont des recettes de cuisine qui vont expliquer étape par étape à la machine ce qu'elle doit faire pour arriver à un résultat donné. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on automatise? En fait, on délègue à la machine un certain nombre de tâches que l'on peut automatiser et qu'elle va répliquer de manière parfaitement bête, mais parfaitement exacte. Ce qui veut dire que si jamais on a fait une erreur dans notre algorithme ou dans notre programme, eh ben elle va l'appliquer parfaitement. C'est le bug. Ok? Donc, comme elle ne comprend pas les algorithmes et qu'en fait la machine elle ne comprend que des 0 et des 1, c'est le langage binaire, on a inventé ce qu'on appelle des langages. Donc des langages de programmation qui vont permettre en fait de traduire ces algorithmes dans un langage qui va nous permettre de communiquer avec cette machine. Que ce ne soit pas des 0 et des 1, parce que sinon ça fait vraiment beaucoup de 0 et de 1 à taper, ça devient trop compliqué pour nous. Donc voilà de quoi il s'agit quand on parle d'informatique. Pour vous faire comprendre ça, je vais vous faire jouer à un tout petit jeu qui s'appelle le jeu du robot idiot. C'est mon must, hein, donc il faut que je le place à chaque fois. Donc voilà, donc je sais pas... Il y a Alain Juillet si tu veux. Ah bah voilà, Monsieur Juillet, vous qui avez déjà vu, je ne vous avais pas repéré. Mais venez, monsieur. Alors, allons-y. Alain Juillet, notre robot idiot du jour. Alors. Il faut toujours prendre la personne un peu, vous savez. Voilà. Donc, comme c'est un robot, voilà. Comme monsieur, vous êtes un robot, vous ne savez faire que 3 choses. Vous savez tourner à droite de 90 degrés, voilà, tourner à gauche de 90 degrés et avancer d'un pas. Voilà. Et maintenant, monsieur qui avait l'air très très intelligent aussi avec votre crayon, ça c'est notre programmeur, vous allez nous écrire un programme qui va permettre à notre robot de venir faire le tour de la table. Et ensuite, on va le rentrer et puis on va voir ce qui se passe. Alors, le programme, donc, un pas en avant. Alors, on va juste écrire le programme et puis ensuite, je vais le mettre dans la machine. D'accord, ok. Voilà. C'est-à-dire que j'écris. Tu as dit. Ah oui, je le dis, d'accord. Alors, c'est un pas en avant, un quart de tour à gauche, un pas en avant, un autre pas en avant, un autre pas en avant et un quart de tour à droite et un pas. Et il sera là. Voilà, on a retenu un pas en avant, parce que notre robot a une grande mémoire par contre. Hein. Un pas en avant, un quart de tour. Voilà. Ensuite, c'était un pas en avant. 3 fois. Un pas en avant. Ouais, je me suis trompé, d'accord. Voilà. Et c'est parfait. Merci, vous avez parfaitement joué. Merci beaucoup. Donc ça, c'était le bug. Et c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend et ça donne plein de choses intéressantes. Alors après, on pourrait se poser la question, parce que bon, là, on a testé notre programme immédiatement, donc c'est pour ça qu'il faut tester à chaque fois. Hein. N'attendez pas d'avoir tout fini. Et puis après, on peut se poser d'autres questions, le langage que j'ai utilisé, on peut se demander, mais comment on ferait pour faire sortir notre robot du labyrinthe si on ne savait pas à quoi il ressemblait? Ou comment on le ferait sortir de tous les labyrinthes du monde? Donc on peut vraiment aller très loin avec ce type de petites choses-là. Donc, voilà. Alors ça, ah oui, je savais pas que j'avais ça là. Alors ça, c'est l'intelligence mécanique, en fait, dont on vient de parler. Hein, c'est le fait que les ordinateurs, en fait, peuvent faire ces 4... ah non, j'ai oublié un truc. Voilà, ça y est, excusez-moi, hein, je suis un peu... C'était un début de semaine assez intense. Excusez-moi. Donc en fait, on a vu là qu'il y avait différentes opérations pour réaliser les algorithmes. Là, ce qu'on a fait, c'était une suite d'instructions. On est d'accord? Donc ça, c'est un des premiers ingrédients. Ensuite, plutôt que de dire on fait un pas en avant, puis un pas en avant, puis un pas en avant, on aurait pu dire répète un pas en avant plusieurs fois. Et donc ça serait une boucle. Et puis le plusieurs, on aurait pu dire 3 fois, ou 4 fois, ou 5 fois, et puis après on peut le paramétrer. C'est une variable. Et puis ensuite, comme notre robot, en fait, il n'est pas tout à fait exactement comme ça. Notre robot, en fait, il a 3 éléments. Il a notamment des capteurs qui lui permettent un petit peu de voir ce qui se passe autour de lui. On aurait pu mettre aussi une instruction conditionnelle disant que s'il tape dans quelque chose, ben, il s'arrête pour pas qu'il continue de bugger comme ça. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence mécanique, et les ordinateurs sont des machines qui peuvent exécuter tous ces algorithmes-là, toutes ces opérations, et uniquement celles-là. Hein. C'est-à-dire que quand on envoie une fusée sur la Lune, c'est les mêmes, hein. La même recette de cuisine. Okay.
Donc ensuite, qu'est-ce qui va changer maintenant avec l'intelligence artificielle? Alors là, ça vous rappelle vos cours de maths du collège. Hein. Donc en fait, là, moi j'aime bien imaginer qu'on est un botaniste et qu'on est allé se balader en forêt. Et puis alors on a noté la taille des arbres, on a noté leur hauteur et on a noté leur diamètre, tout ça sur notre petit calepin. Puis quand on rentre à la maison, parce qu'on est quand même un petit peu sérieux, on organise nos données, on les met sur un graphique, puis on se rend compte que, tiens, c'est étonnant. De quoi on se rend compte là d'ailleurs sur notre papier, vous, monsieur? Je dirais que, d'une façon linéaire, la hauteur de l'arbre est proportionnelle à son diamètre. Voilà, les points sont alignés, j'aurais dit tout simplement. Mais exactement, c'est tout à fait ça. Les points sont alignés. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire à partir de ça? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer que le fait que ça soit proportionnel? Est-ce que maintenant, si demain, je mesure la hauteur d'un arbre, je pourrais imaginer son diamètre? Ah ouais, voilà. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc c'est qu'à partir de données d'entrée, on va pouvoir généraliser et faire de la prédiction. Et donc en fait, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? C'est de se dire qu'on va avoir un certain nombre de données, et puis ensuite on va avoir une sorte de curseur qui va essayer de chercher cette droite là qui passe par les points au milieu, parce que pour nous on la voit tout de suite, mais lui il faut qu'il la cherche quand même. Hein. Voilà. Et puis il trouve la droite, et puis donc du coup, à partir de ça, il va pouvoir faire des prédictions. Donc la première phase où on lui rentre les données, et ben, c'est la phase d'entraînement. Voilà. Et ensuite, on a la phase de généralisation et de prédiction. Donc là, je vais laisser un monsieur vachement plus avant que moi, si j'arrive à... Comment on lance une vidéo à partir de ça? Le monsieur. Bouton droit. Non. Raté. L'idée du neurone artificiel, qui date déjà d'il y a plusieurs décennies, c'est de mimer ce comportement par une fonction mathématique. Alors voilà le principe. Imaginons qu'on ait un neurone artificiel avec, mettons, 3 entrées. On va les appeler x1, x2, x3. On fait la somme de ces 3 entrées en affectant un coefficient à chacune. On appelle ça un poids. Si la somme obtenue est supérieure à un certain seuil, le neurone va envoyer 1 en sortie, et sinon, il va envoyer 0. Un neurone artificiel, vous voyez donc que c'est une fonction mathématique qui prend des x en entrée et qui sort un y en sortie. Et cette fonction, elle a des boutons qu'on peut tourner qui sont les poids et le seuil, un peu de la même manière qu'on pouvait changer les coefficients a et b sur la droite. Alors le problème, c'est qu'un neurone tout seul, en fait, ça suffit pas pour faire des relations très très compliquées. Mais ce qui est intéressant, c'est que les neurones, on peut en associer plein ensemble et les empiler pour faire des fonctions beaucoup plus compliquées. Et c'est ça qu'on appelle des réseaux de neurones. Alors on devrait plutôt dire des réseaux de neurones artificiels. Alors en empilant des neurones comme ça, on peut fabriquer des fonctions aussi compliquées qu'on veut, avec plein d'entrées et plein de sorties, et surtout plein de boutons à tourner, autant que de poids et de seuil dans le réseau. Ces réseaux de neurones, l'avantage c'est qu'ils sont très polyvalents. On peut les adapter à plein de types d'entrées ou de sorties. Mais dans le fond, on les utilise de la même manière que ma droite tout à l'heure. On prend un réseau de neurones, on lui présente une base de données d'exemples d'entrées et sorties, et on tourne tous ces boutons jusqu'à ce qu'il fasse correctement le lien entre les entrées et les sorties. Je vous rappelle qu'on appelle ça la phase d'apprentissage. Et une fois qu'on a fait ça, notre réseau est entraîné et il est capable de prédire la sortie si on lui présente une nouvelle entrée. Et ça, c'est la phase de prédiction. Un des inconvénients des réseaux de neurones par rapport à ma droite de tout à l'heure, c'est que c'est ce qu'on appelle parfois un modèle boîte noire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé toutes les bonnes positions des boutons, on se retrouve avec une fonction qui mathématiquement est un peu compliquée et c'est un peu difficile de l'interpréter. Mais bon, en général, tant que le réseau de neurones donne la bonne réponse, on est content. Voilà, les réseaux de neurones artificiels. Donc ça, c'est l'apprentissage supervisé. Alors, il y a d'autres modèles, hein, l'apprentissage non supervisé. Alors là, c'est la super boîte noire. Hein, personne ne comprend. Et l'apprentissage par renforcement, là, c'est simple, c'est le bâton et la carotte, quoi. Hein, donc, voilà. Mais globalement, aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle quand même beaucoup d'apprentissage supervisé. Alors là, je ne vais pas le faire, mais par contre, si vous récupérez les slides derrière, vous pourrez vous amuser à aller jouer avec des neurones artificiels. Donc là, en gros, on a 2 types de couleurs. On peut imaginer que c'est les garçons et les filles, ou je sais pas quoi. Et puis, on va avoir un certain nombre de données d'entrée. Donc, je sais pas, la longueur des cheveux,
la taille, etc. Et puis, on va essayer de faire en sorte que le programme, on retrouve, sépare les garçons des filles. On voit que c'est beaucoup plus facile quand ils sont déjà un petit peu séparés de chaque côté que quand ils sont en spirale, où là, il va falloir beaucoup plus de neurones. Donc, vous allez jouer avec les différentes couches de neurones et voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, les réseaux de neurones, c'est pas nouveau en fait. Hein. Ça a quand même pas mal d'années dans l'histoire, mais en fait, jusqu'à présent, ça a fonctionné pas bien. Voilà. Pourquoi ? Eh bien, parce que en fait, vous avez vu que ce qui change fondamentalement par rapport à nos algorithmes du début, c'est qu'il faut énormément de données pour entraîner la machine. Donc jusqu'à présent, en fait, par exemple, pour faire de la reconnaissance d'image, eh ben, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui dise à la machine, voilà, une voiture, en gros, ça a tant de roues, là, il faut compter les fenêtres. Donc il fallait quelqu'un qui fasse une sorte de premier algorithme qui lui simplifie un petit peu la réalité pour qu'ensuite elle puisse retrouver les voitures. Maintenant, on a des bases de données qui sont tellement énormes, qui sont tellement étiquetées, hein, et d'ailleurs vous-même, en fait, vous savez quand vous avez les petits codes CAPTCHA là, pour les liens ou les mails où on vous demande de cliquer sur toutes les images où il y a des panneaux de signalisation. Vous voyez ? Vous êtes en train de bosser. Vous êtes en train de bosser pour entraîner l'intelligence artificielle à retrouver c'est quoi un panneau de signalisation. Hein ? Alors il y a d'autres petits jeux là, vous pourrez aller vous amuser. Google, ils ont mis un petit truc qui s'appelle Quick Draw, là ils vous font dessiner. Hein, et pareil, c'est un petit jeu très rigolo, vous verrez, on dit « Ah, elle est bluffante l'intelligence artificielle », mais en fait ce qui est bluffant, c'est que c'est vous êtes en train de bosser pour l'entraîner. Et donc là, comme maintenant on a énormément de données, et ben on a pu entraîner les machines correctement. Puis il faut dire aussi qu'on a un petit peu amélioré nos architectures de neurones pour que la propagation se passe correctement à l'intérieur. Et puis aussi une dernière chose, c'est qu'on a des ordinateurs qui sont plus performants avec plus de vitesse de calcul, parce qu'il faut quand même traiter tout ça. Et donc du coup aujourd'hui, ça marche. Alors voilà, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle ? C'est juste ce qui permet à l'homme, ce qui permet de déléguer à la machine un certain nombre de tâches qui jusqu'ici n'étaient données qu'à l'homme. Et voilà, et donc on se demande, est-ce que c'est intelligent ? Alors là, voilà, la vidéo s'est lancée toute seule. Alors, l'intelligence artificielle, techniquement, c'est né en 1956, donc lors d'une conférence qui s'est tenue à Dartmouth. Donc ça remonte à 60 ans déjà, et à cette époque, des chercheurs se sont réunis et ont comme volonté de créer des ordinateurs qui puissent être aussi intelligents que l'homme. Alors on y reviendra par la suite, cette notion d'intelligence est mal définie, mais ce qu'ils vont prendre comme repère pour essayer d'arriver à leur but, c'est de prendre par exemple le jeu d'échecs. Et l'un des buts, c'est de faire un programme qui puisse jouer aux échecs aussi bien que l'homme et éventuellement même le battre. On a fait des avancées, mais on n'a pas résolu le problème général de l'intelligence. Notamment à la fin des années 70, bien, le jeu d'échecs ne marche pas très bien et on n'est toujours pas capable de battre le champion du monde d'échecs. Évidemment. En fait, ceux qui donnent l'argent ont dit « ça suffit, tant que vous n'aurez pas cette intelligence générale, on arrête, on ne vous donne plus les fonds ». Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu l'hiver de l'IA, c'est-à-dire que du jour au lendemain, pratiquement, pas mal de recherches se sont arrêtées suite à cette rareté des fonds pour soutenir la recherche. Et il aura fallu attendre encore quelques années, donc au niveau milieu des années 90, où là on a eu de nouveau des résultats assez importants. Et notamment c'est en 97 que Garry Kasparov a été battu par le programme Deep Blue, c'est-à-dire que le champion du monde d'échecs a été battu par une machine. Donc ça a été un petit coup de tonnerre parce qu'on ne pensait pas que c'était possible, mais ça l'a été, ça a pu faire avancer tout un tas d'algorithmes, mais évidemment on n'avait toujours pas résolu le problème général de l'intelligence. Aujourd'hui, il y a énormément de nouveaux de recherches en IA, notamment avec la même façon qu'on avait battu le joueur d'échecs. On a battu le champion du monde de Go il y a quelques mois, et là aussi ça a été un coup de tonnerre parce que c'est un résultat qu'on attendait pour dans quelques années, parce que le jeu de Go est d'une complexité avec un ordre de grandeur supérieur aux échecs. On pensait que c'était vraiment un problème ardu. Alors est-ce que ça veut dire qu'on a résolu le problème de l'intelligence
général? Non, toujours pas. Parce que le problème, c'est toujours le même, il n'a pas changé, on ne sait pas définir vraiment ce qu'est l'intelligence. Donc on va pouvoir développer des intelligences artificielles qui vont être excessivement bonnes dans un certain sous-domaine. Donc par exemple, ça peut être le jeu de Go, le jeu d'échecs, ça peut être des problèmes encore plus spécifiques, où là on va trouver effectivement ces algorithmes qui vont permettre de résoudre ces problèmes. Mais par exemple aujourd'hui, on ne sait pas faire une intelligence qui pourrait répondre à tous les problèmes. Même de façon très basique, on ne sait aujourd'hui pas faire ça. Et l'autre problème donc, qui est attenant, c'est qu'il faut à un moment définir ce qu'on va entendre par intelligence, et c'est un peu là où les chercheurs ont péché à l'origine, c'est qu'on ne va pas avoir une intelligence, mais des intelligences. Et c'est pour ça qu'on va préférer parler d'intelligence artificielle au pluriel, voire on va même enlever le terme d'intelligence artificielle au profit d'autres domaines qui peuvent être par exemple l'apprentissage machine, qui peuvent être les réseaux de neurones artificiels, qui peuvent être les systèmes experts, qui peuvent être encore tout un tas d'autres domaines. T'es un peu enrhumé, je crois. Alors, il y a aussi une autre chose qu'il n'a pas dite, mais c'est qu'il y a vraiment deux approches aussi dans l'intelligence artificielle, et que l'approche qui a permis de gagner aux échecs, c'était une approche vraiment fonctionnelle. Il y a une autre approche qui était celle plutôt des neurones artificiels, etc., qui était plutôt une approche de dire on va essayer de copier le fonctionnement du cerveau humain. Donc ça, c'est un peu ces deux approches-là. Alors après, là où ils ont péché, hein, vous avez vu, c'était de mettre un peu la barre trop haut en disant voilà, on va faire une intelligence, etc. Et puis alors maintenant, aujourd'hui, c'est un peu pareil. On est là avec le truc, l'intelligence artificielle à toutes les sauces. On a du fantasme, on a des films pas croyables. Et oh là là, la dernière fois, je me souviens avec les étudiants, c'est on va être remplacé par les robots, etc. Moi, je disais, à mon avis, ayez plus peur de votre patron que de votre robot. Je le dis à Essian, hein, je sais que vous êtes... Voilà. Par contre, ça pose, derrière ces fantasmes-là, il y a quand même un certain nombre de vraies problématiques qui sont déjà actuelles et qui peuvent parfois servir un petit peu de paravent, ces fantasmes-là. C'est la question des données, notamment. C'est ma dernière slide, hein, vous inquiétez pas. C'est la question des données, notamment, de la gouvernance aussi, à qui on délègue les pouvoirs de décision sur quoi. Aujourd'hui, les grandes entreprises qu'on appelle les GAFAM, en fait, détiennent quand même beaucoup plus de données que les États. Et en fait, en faisant ça, on leur délègue une partie de notre souveraineté et des moyens de faire la gouvernance. Donc ça, ce sont vraiment des questions très très actuelles sur lesquelles il faut qu'on se positionne en tant que citoyen. Si on ne veut pas être les ouvriers du 19e siècle qui sont soumis aux cadences des robots, mais qu'on veut bien que les robots viennent nous servir à nous pour améliorer notre vie et le futur, et ben, il faut qu'on décide ça maintenant, collectivement. Et pour ça, il faut qu'on soit formé, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous, formez-vous, savoir un peu de quoi il retourne, mais que vous, demain, vous devez aussi, à votre grand-mère, à votre fleuriste, à votre copain, à votre collègue, expliquer de quoi il retourne réellement derrière pour qu'on puisse prendre des décisions éclairées sur ces sujets. Voilà, merci beaucoup.